Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient avec nous à 9h30. On va attendre une petite minute le temps que tous les participants se connectent et on commencera. Salut Steve, merci pour le temps que tu nous accordes pour cette Avec quatrième plaisir, édition. avec plaisir. Je commence à être le doyen des éditions. Exact. Sur le fonctionnement, donc pour rappel, euh, on va descendre avec Steve donc le webinar. Vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet chat et notamment plutôt sur la partie questions. N'hésitez pas à poser un maximum de questions, qu'elles soient d'ordre très personnel avec des cas particuliers et des plus généralistes. On prendra le temps, surtout pendant ce webinaire, de répondre à celles qui peuvent concerner un maximum de personnes. Et comme d'habitude, on vous envoie un récapitulatif quelques jours après le webinaire où Steve reprend l'ensemble de vos questions et il répond pour pour faire en sorte que vous ayez des solutions aux questions que vous vous posez. Ça peut servir à vous, mais aussi à l'ensemble des participants. Et donc, on vous envoie toute la liste des questions et des réponses qui auront été faites pendant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser un maximum de questions, même si on n'y revient pas pendant cette heure de webinaire avec Steve. On se fera un plaisir d'y répondre par la suite. Et pour les questions auxquelles je réponds en live, j'essaie de donner les mêmes réponses par écrit quand même. Exactement. Du coup, pour vous rappeler le programme de la journée, donc 11 heures maintenant avec Steve. Donc, on va faire un point sur la comptabilité et notamment sur les excédents qui auraient pu être constatés sur vos budgets de 2020. Ensuite, à 14 heures, on se retrouvera avec Grégoire pour parler plateforme d'avantage et comment adapter l'offre CSE en période Covid, parce qu'on sait effectivement qu'en ce moment, sur la partie billetterie, loisirs, c'est pas ce qui est le plus utilisé. Et ensuite, on finira cette journée avec le quatrième webinaire à 15h30 avec Corinne Palu, qui nous expliquera quel est le rôle du CSE en cas de restructuration, où vous pouvez être confronté dans certaines entreprises, notamment avec la crise actuelle. Eh bien, je te propose, Steve, qu'on démarre. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette quatrième édition de la journée du CSE, afin d'échanger ensemble sur des enjeux qui vous concernent. Pour ceux qui n'étaient pas là à 9h30, j'ai encore quelques jours pour vous souhaiter une excellente année 2021. Qui, je l'espère déjà, avec beaucoup de santé et qui, je l'espère, sera plus propice à pouvoir se retrouver et travailler dans les meilleures conditions. Je vais laisser maintenant la parole à Steve pour se présenter et on enchaînera avec les premières questions du webinaire. Ok, super, merci Romain. Bonjour à tous, bonne année également. Il nous reste quelques jours encore pour souhaiter cette bonne année. Donc Steve Lopez, expert comptable, commissaire aux comptes et formateur auprès des CSE principalement. Donc juste pour faire un bref rappel sur ça, expert comptable pour tous les CSE qui ont plus de 153 000 euros de ressources. Quand on parle de ressources, c'est bien les deux budgets cumulés, AEP, ASC, fonctionnement œuvre sociale. Donc en cumulant ces deux budgets, si vous dépassez 153 000 euros sur un exercice, vous êtes dans l'obligation d'avoir un expert comptable. Et moi, c'est dans ce cadre-là que j'interviens auprès de mes clients, donc sur la présentation des comptes, le suivi de la comptabilité, et puis surtout sur la sécurisation des règles URSSAF qui évoluent régulièrement. Commissaire aux comptes pour les CSE qui ont plus de 3 100 000 € de ressources. Donc là, on commence à être sur quelques CSE en France. On en a 300, 350 à peu près. Voilà, donc commissaire aux comptes, c'est une mission un petit peu différente de celle de l'expert comptable. On vient vraiment en audit des comptes, en contrôle et en certification des comptes. C'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais c'est une mission à part entière pour un expert comptable et un commissaire aux comptes. Et enfin, en tant que formateur,
Donc formateur pour notamment la formation agrément économique sur la partie juridique et économique. Donc un tout petit rappel sur ça, quand vous êtes nouvellement élu, vous avez le droit à 5 jours de formation en plus de vos heures de délégation, pour les élus titulaires uniquement. Ces heures de formation, enfin ces jours de formation, ces 5 jours peuvent être pris sur l'intégralité de votre mandat. Vous n'êtes pas obligé de les prendre 5 jours la première année et plus rien sur le reste. Moi, ce que je préconise, c'est plutôt 2-3 jours la première année en début de mandat et ensuite prendre une journée régulièrement d'actualité, de remise à niveau de l'évolution. Voilà, un petit peu pour ma présentation. Je te laisse reprendre la main, Yes, Romain. ça marche, parfait. Merci beaucoup, Steve. Du coup, la première question qui vient, peut-être avant d'attaquer le fond du sujet, est-ce que tu peux nous faire un brief rappel de la chronologie de la présentation des comptes d'un CSE? Ouais, très bien. Donc en effet, on voit aujourd'hui le sujet comment gérer ces excédents qui ont été constatés sur 2020. Avant de rentrer sur comment gérer ces excédents, c'est bien de faire un rappel en effet sur cette chronologie. Donc, je pense que la majeure partie des CSE clôturent au 31 décembre. Je vais prendre cette base-là pour vous donner un peu cette chronologie. Clôture 31 décembre, donc ça veut dire qu'on arrête de faire de la compta à partir du 31 décembre. Une facture du 1er janvier 2021 sera considérée pour l'exercice 2021. Une fois qu'on a cette date de clôture, il faut faire l'arrêté de compte. Donc l'arrêté de compte, ça va être la plupart du temps avec les membres du bureau ou l'expert comptable, s'il y en a un, ou alors simplement vous, trésorier, secrétaire, si vous n'avez pas d'expert comptable, vous devez faire une réunion de bureau pendant laquelle vous allez redescendre les comptes qui ont été préparés et vous assurer qu'il ne manque pas une facture, que tous les éléments sont bien justifiés et vous allez constater du coup les excédents ou les insuffisances sur chaque budget. Donc il faut faire pour la forme un petit PV de bureau, simplement préciser sur le budget des œuvres sociales, on a constaté un excédent de X euros et sur le fonctionnement de X euros. Une fois que cet arrêté de compte a été fait, on va pouvoir faire ensuite l'approbation des comptes. L'approbation des comptes, ça va être la réunion plénière. Quand on parle de plénière, c'est avec la direction, où là, vous allez avoir les élus titulaires ou les suppléants qui remplacent également les titulaires, plus la direction, et vous allez présenter les comptes. Donc, sous cette réunion d'approbation, présentation des comptes ainsi que du rapport du trésorier. Donc, c'est un rapport, peut-être qu'il y aura des questions sur ça, je pourrais y revenir après pour ceux qui ne maîtrisent pas ce terme, mais c'est un rapport obligatoire à présenter tous les ans également. L'approbation des comptes, donc les élus votent sur ces comptes, ce qui s'est passé, sur l'utilisation des budgets, est-ce que ça a bien été utilisé, pas utilisé, il peut y avoir des questions, des débats. La direction a voix consultative uniquement, donc elle peut vous poser des questions également. Pourquoi avoir dépensé plus sur ça, moins sur ça? Voilà. Ça, c'est la réunion d'approbation des comptes. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ces réunions. Pour vous donner une chronologie, clôture des comptes, donc on est sur le 31 décembre, 31 mars à peu près sur l'arrêté de compte, et 30 juin au plus tard pour l'approbation des comptes. 31 mars et 30 juin, on peut les faire bien sûr avant ces dates-là. Le 31 mars, il n'y a pas de date légale pour l'arrêté de compte. Ça, en général, c'est plutôt cadré dans le règlement intérieur. En tout cas, ça devrait être cadré dans le règlement intérieur. Mais le 31 mars, c'est plutôt une date que je vois régulièrement. Pourquoi on se laisse 3 mois entre le 31-12 et le 31 mars? Tout simplement parce que déjà sur le mois de janvier, c'est compliqué de pouvoir faire l'arrêté de compte, puisque le relevé de banque du mois de décembre, si vous attendez de le recevoir papier, vous n'allez pas le recevoir avant le 15 ou le 20 du mois. C'est possible que vous ayez certaines factures de prestataires qui n'interviennent que sur le mois de janvier alors qu'elles concernent décembre. Donc il faut déjà se laisser un petit mois avant de recevoir tous ces éléments. Ensuite, il faut ce travail de fond, de mise en forme de la comptabilité. Et puis, donc, mi-février, fin février, on peut commencer à être prêt pour faire cette réunion d'arrêté de compte. Très important d'avoir ce PV de bureau, puisque c'est ça qui va acter que vous avez fait l'arrêté de compte. Et une fois que vous avez fait l'arrêté de compte, et uniquement à ce moment-là, le secrétaire du CSE pourra inscrire à l'ordre du jour l'approbation des comptes avec la direction. Je précise, il y a une petite nuance sur ça, on n'est pas sur une réunion ordinaire pour l'approbation des comptes, on est bien sur une réunion extraordinaire. Donc, ça doit faire l'objet d'un PV distinct
par rapport au PV classique que vous pouvez avoir tous les mois ou tous les 2 mois en fonction du nombre de réunions que vous avez avec la direction. Rien n'empêche de faire une extraordinaire et une réunion ordinaire à la suite, c'est tout à fait possible. En revanche, il faudra bien qu'il y ait 2 PV distincts, enfin 2 ordres du jour distincts, pardon, et 2 PV distincts également. Voilà, je pense que j'ai fait un point complet sur ça. J'ai pas regardé s'il y avait des questions à ce propos. Je réponds tout de suite à la question, Romain, comme Moi, ça si on... tu es dessus, Ouais. n'hésite pas. Ouais. Il y a un format respecté, un fichier Excel suffit. Alors, je vais aller brièvement sur ce point-là parce que c'est pas non plus l'objet du jour, mais si vous avez moins de 153 000 euros de budget, donc pas besoin d'expert comptable, et vous pouvez faire une comptabilité qu'on appelle ultra simplifiée. Donc un fichier Excel suffit amplement. Il faut pouvoir en fait expliquer toutes les dépenses qui ont été faites au cours de l'année et également justifier de ce qui vous reste sur les comptes bancaires au 31 décembre. Donc un fichier Excel peut être suffisant. Ça, c'est pour les moins de 153 000 euros. Dès lors que vous avez plus de 153 000 euros et que vous avez un expert comptable, là, on va être sur une compta qu'on appelle d'engagement. Et cette comptabilité, le mieux, c'est de la suivre sur un logiciel de compta, surtout si vous avez un expert comptable, donc ce sera suivi sur un logiciel de compta. Et là, on est sur une comptabilité qui s'apparente à celle d'une société de commerce, enfin une société commerciale. Et donc, on doit vraiment justifier tous les flux entrants, sortants par une pièce comptable. Et donc là, le formalisme est un petit peu différent, mais c'est une bonne question pour un futur webinaire. Ça marche, très clair. Du coup, sur quelle réunion les élus doivent se prononcer sur l'utilisation de ces excédents? Alors, euh, la première chose, ça va être déjà de faire cette réunion d'arrêté. Donc, une fois qu'on fait la réunion d'arrêté, on va se positionner. C'est le trésorier qui est maître des comptes dans un CSE. Donc, sur proposition du trésorier, avec accord du secrétaire sur cette réunion d'arrêté de compte, on va pouvoir définir qu'est-ce qu'on fait de cet excédent. Cet excédent peut prendre plusieurs formes, soit un transfert, qui est autorisé aujourd'hui pour les CSE, un transfert d'un budget vers l'autre. Alors, je fais bien exprès de dire d'un budget vers l'autre et non pas du fonctionnement vers les œuvres sociales, même si 100% de mes clients me disent, moi, je veux transférer du fonctionnement vers les œuvres sociales. Sachez que vous avez la possibilité de faire l'inverse également, des œuvres sociales vers le fonctionnement. Il n'y a aucune limite dans un sens ou dans l'autre. Enfin, aucune limite. Il y a 10% maximum de l'excédent. Mais on peut bien faire dans les deux sens. Euh, Important, on est sur 10% et je parle bien d'excédent. Et le titre du webinaire parle bien également d'excédent. Donc, j'ai déjà des élus qui m'ont dit, nous, on a 30 000 euros de budget sur le fonctionnement, donc on bascule 10% en fin d'année, 3 000 euros. Non, on est bien sur l'excédent. Il faut voir pour ceux qui ont un peu de notion comptable, un chiffre d'affaires, enfin un compte de résultat plutôt. Vous avez en subvention ce que vous recevez, on déduit tout ce que vous avez dépensé sur ce budget de fonctionnement pour l'exercice, et en fin d'année, la différence entre ce que vous avez reçu et ce que vous avez dépensé, on constate un excédent. C'est uniquement cette base-là d'excédent qui pourra être transférée à hauteur maximum de 10% sur le budget des œuvres sociales, ou dans l'autre sens, si vous avez besoin d'un peu plus de trésorerie sur le budget de fonctionnement. Donc là, on est sur cette réunion d'arrêté des comptes. Une fois que vous avez acté ce principe, l'approbation des comptes, en fait, le trésorier va présenter les comptes, et à la fin de sa présentation, on va proposer une affectation qui fera aussi l'objet d'un vote, au même titre que l'approbation des comptes. Donc on est bien sur la chronologie que j'expliquais en préambule, clôture des comptes, arrêté des comptes, on constate les excédents, on détermine ce qu'on veut faire avec, est-ce qu'on en reclasse ou pas, est-ce qu'on transfère ou pas, mais c'est pas vous en tant que trésorier secrétaire qui pouvez prendre la décision de façon unanime. Il faudra ensuite basculer sur la réunion plénière d'approbation des comptes, où là, les élus, à la majorité, voteront sur le transfert ou non de cet excédent. Ok. Il y a une question de Maël, du coup, sur cette réunion-là, d'arrêter des comptes. On est d'accord qu'elle peut se faire en même temps que une réunion, mais avec un PV différent. Alors attention Maël, il y a une distinction, une nuance entre arrêté et approbation des comptes. Alors peut-être que en disant arrêté, vous voulez dire approbation. Je reprends juste pour que ce soit bien clair. Réunion d'arrêté, c'est pour les membres du bureau.
En général, là, il faut vraiment voir votre règlement intérieur, mais moi, chez mes clients, c'est comme ça que je le libelle. Réunion de bureau, donc ils vont arrêter les comptes, secrétaire, trésorier, ils se mettent d'accord sur est-ce qu'on a bien toutes les factures, etc. Une fois que ça c'est OK, on fait un petit PV de bureau pour dire on arrête les comptes. Ça, c'est sur vos heures de délégation, c'est pas une réunion qui rentre sur la réunion ordinale. Euh, Ensuite, une fois que ce PV de bureau a été fait, et uniquement à ce moment-là, le secrétaire du CSE va pouvoir inscrire pour la réunion plénière avec la direction, donc une réunion extraordinaire qui sera en plus des réunions classiques, mensuelles ou bimensuelles en fonction du nombre de salariés que vous avez. Vous avez soit 6 ou 12 réunions à l'année. Et c'est à ce moment-là où vous allez approuver les comptes et euh, déterminer, valider le transfert ou pas des budgets. Est-ce que Ok. c'est bien clair? Oui. Il y a une question d'Adrien là-dessus, sur le transfert du coup. Ce qui veut dire que si le transfert n'a pas été fait sur les excédents de 2019 et de 2020, alors je Mhm. pense qu'il y a encore temps de le faire sur 2020, mais si, imaginons, il n'avait pas été fait, on ne pourrait pas transférer les excédents des années précédentes Non, pas du sur tout. l'année suivante. Pas du tout. Il faut vraiment raisonner en silo. Donc, vous avez l'exercice 2019. Vous avez fait une approbation des comptes 2019 qui aurait dû être faite au plus tard le 30 juin 2020. Donc, si lors de cette approbation des comptes 2019, vous avez simplement dit OK, il y a tant d'excédents, mais on ne fait pas de transfert, malheureusement, ça a été entériné et vous ne pouvez plus revenir dessus. Par contre, pour 2020, euh, clôture des comptes 31/12/2020, approbation premier semestre 2021, là, vous avez encore cette possibilité de le faire, mais ça ne portera bien que sur l'excédent et non pas sur les réserves antérieures. Ok. Donc ça veut dire que si on ne le fait pas sur une année, le budget est entre guillemets bloqué Exactement. dans sa catégorie. Exactement. Ok, très clair. On a plusieurs de nos élus clients qui nous ont déjà posé la question, est-ce que les excédents doivent être rendus, sont à rendre à la direction ou alors déduits de la subvention de l'année suivante? Ok. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu pas mal de fois cette question. Alors non, hein, ce qui vous a été versé n'est pas à reprendre par la direction. Donc, vous avez un budget pour un exercice, 2019, 2020, un autre budget. Si jamais il y a un excédent, c'est-à-dire un excédent, vous n'avez pas assez consommé votre budget sur l'année, vous aviez 30 000, vous avez dépensé 25 000, il vous reste 5 000 d'excédent. Ces 5 000 euros, alors, c'est pas distribuable en dividende pour les élus, désolé. C'est pas non plus à reprendre par la direction. Donc, c'est simplement une réserve qui va venir se reporter et qui va en fait être une avance que vous avez pour les budgets futurs. Donc, si je projette un petit peu ce que je suis en train de dire, 2020, j'ai 30 000 euros, je dépense 25 000, il me reste 5 000 d'excédent. 2021, j'ai encore 30 000 euros. Là, je pourrais dépenser finalement jusqu'à 35 000 euros, donc être sur une dépense supérieure à mon budget pour venir compenser les 5 000 euros que j'ai encore en trésorerie de l'année dernière. Ça, c'est tout à fait possible. La seule contrainte, il faut que j'ai des sous sur mon compte. Je ne vais pas pouvoir dépenser plus que ce que j'ai en trésorerie. Sinon, ça veut dire que bah, j'ai des dettes envers certains fournisseurs. Et là, il peut y avoir un risque. J'ai déjà vu des CSE un petit peu comme ça qui s'étaient engagés sur des contrats où en fait ils payaient une fois par an et qu'ils avaient en fait oublié qu'ils avaient cette dépense. Ils ont vu qu'ils avaient encore des sous sur le compte. Ils ont fait d'autres dépenses à côté tout de suite. Et à la fin de l'année, bah, ils se sont rendus compte que finalement, ils n'avaient pas assez de trésorerie pour couvrir les dépenses de l'année. Deux choses. Première chose, soit ils négocient avec les fournisseurs pour étaler leurs dettes sur l'exercice suivant et donc en fait impacter déjà leur budget de l'année suivante. Ou alors, si vraiment ils sont en état de cessation de paiement, que le fournisseur ne veut pas entendre autre chose qu'un paiement tout de suite, bah, le fournisseur se retourne alors contre le président du CSE, qui n'est autre que la direction, et peut lui demander le remboursement. Donc là, on arrive vraiment sur des cas extrêmes, hein. L'idée, c'est de ne pas en arriver là, puisque là, ça pourrait vous être reproché par la direction pour une mauvaise gestion du budget du CSE. Donc, j'en suis sûr que tous les trésoriers qui sont présents aujourd'hui gèrent leur budget comme des bons parents de famille
et qu'on n'arrive pas à ce type de situation. J'ai deux questions sur les 10% d'excédent. Guylain qui pense sembler que, notamment avec le Covid, le transfert il y a un transfert de plus de 10% qui est autorisé entre les deux. Est-ce que tu as des informations? Je crois qu'on avait parlé de 50% à une époque. Est-ce qu'il y a des textes qui ont modifié ce transfert? Pour l'instant, j'ai pas vu de texte particulier sur ce point-là. Alors, il y a beaucoup, en ce moment, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'annonces gouvernementales qui nous disent on peut faire ça, et finalement, quand on lit le texte, bah, c'est beaucoup plus contraignant. Donc, c'est vrai que pour nous et tous les avocats qui peuvent accompagner également, juristes et avocats qui accompagnent les CSE, voire même les entreprises au sens large, hein, c'est vrai que c'est difficile de suivre cette actualité tous les jours entre les annonces et entre les décrets qui vraiment, eux, déterminent l'application. Donc, moi, j'ai pas lu de décret qui permettent de transférer plus de 10%. Il y a eu un décret qui a permis de verser plus en bons cadeaux sur le mois de décembre. Le plafond de 170, 171 a été augmenté, a été doublé. En revanche, pour l'excédent, alors soit je suis passé à côté de quelque chose pour l'instant et je l'ai pas encore vu, mais je pense pas avoir lu ça. Ok, très clair. Et une autre question aussi, quelles sont les sanctions encourues en cas de transfert de plus de 10% de l'excédent depuis le fonctionnement vers les œuvres sociales? Ok. Alors, pour être sanctionné sur cette partie-là, euh, les seuls qui pourraient le voir, ce serait surtout en cas de contrôle URSSAF, ou alors un élu qui pourrait dire, enfin qui n'est pas au bureau et qui pourrait dire attention, on respecte pas la loi en faisant 20% par exemple. Mais prenons l'exemple où les élus unanimement décident de transférer 20% au lieu de 10% maximum. Il se passe rien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout de 3 ans, vous avez un contrôle URSSAF qui peut remonter sur 3 ans en arrière. Bah, le risque, c'est tout simplement qu'ils invalident ce transfert et qui vous demandent en fait de rebasculer les 10% qui n'ont pas été, enfin qui ont été transférés à tort. Et donc, le risque, c'est que vous ayez, vous, pensé avoir 10% de budget en plus via ce transfert, que vous l'ayez dépensé et que le contrôleur URSSAF vous dise bah, finalement c'est réintégré. Et donc, si on réintègre, si je prends 10 000 euros de 10 000 euros de trop versé, enfin de trop transféré sur N-3, et quand N, on me dit qu'il faut les réintégrer dans l'autre budget, donc je retire 10 000 euros de mes œuvres sociales, et ben finalement, j'aurai un budget moindre pour l'année où je me fais redresser. Et Donc, si je s'il n'y a pas pardon. suffisamment de fonds pour le rembourser? S'il n'y a pas suffisamment de fonds, soit demander une avance sur le budget de la direction, Mhm. une avance pour le budget de l'année suivante, ou alors, au fur et à mesure, compléter le manque ou le reclassement qui doit être fait. Mais en tout cas, ça va bien impacter votre budget sur l'année en cours, puisque les sommes indûment transférées devront être remises sur le bon compte, ça c'est sûr. Ok. Et une question de Grégoire, si ce transfert il a été fait par un ancien bureau avec des élus différents, Ouais. est-ce que l'URSSAF peut quand même redresser ou Oui, oui, oui. Alors, l'URSSAF ne va pas redresser les membres du bureau. Mhm. L'URSSAF va redresser le CSE. Donc, le CSE, que ce soit vous, aujourd'hui élu, ou quelqu'un d'autre élu il y a 1 an ou il y a 3 ans, l'instance reste la même. La personne morale reste la même. Donc, Mhm. c'est cette instance qui se fait redresser. Malheureusement, bah, c'est vous qui en payez les pots cassés à ce moment-là quand vous êtes présent. Là, il faudra bien communiquer lors de la présentation des comptes, voire même peut-être faire une communication annexe pour expliquer aux salariés pourquoi cette année, bah, il n'y a pas de budget, par exemple, expliquer qu'il y a une mauvaise gestion les années précédentes. Voilà. Mais c'est vrai que on subit un petit peu ce qui peut être fait par le passé. Mhm. Euh, à l'inverse, on peut aussi bénéficier de ce qui a été fait par le passé. Si les élus précédents ont été plutôt safe, entre guillemets, bah, vous allez vous retrouver avec des réserves assez importantes qui vont vous permettre, vous, de faire plus de dépenses sur votre mandat. Donc oui, ça peut être dans les deux sens. Et sur ce point-là, Grégoire, ce qui peut être très important et ce qui doit être très important, c'est de ne pas négliger
la passation qui se fait entre les deux mandatures et de faire un mini audit, en tout cas, de ce qui a été fait au moment de la passation pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur un éventuel contrôle URSSAF. Ok, très clair. Euh, concernant... Je réponds, excuse-moi, Romain, tu veux répondre peut-être à la question de Badia? Je vois que ça reste sur le contrôle URSSAF, comme on en Ouais, parle, tout à fait. c'est peut-être intéressant. Un contrôle URSSAF entreprise peut également avoir les comptes CSE, où les deux sont bien distincts. Alors, c'est une bonne remarque. Un contrôle URSSAF va être diligenté principalement à la direction, enfin à l'entreprise. Ça peut durer plusieurs jours, et le contrôleur URSSAF peut décider d'aller voir en plus les comptes du CSE. Il n'y a pas d'obligation qu'il aille voir les comptes du CSE, mais dans son contrôle, il peut décider d'aller voir en plus les comptes du CSE. Donc ça, c'est la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Après, pour des CSE qui ont une taille un peu plus importante, le contrôleur URSSAF pourrait être diligenté directement pour le CSE si le contrôleur a écho qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, ou alors si 3 ans avant, ils ont fait un contrôle et qu'ils ont redressé quelque chose, ils peuvent revenir pour essayer de vérifier si tout est bien appliqué comme ça a été comme ça a été dit sur le contrôle précédent. Donc c'est tout à fait possible d'avoir les deux. Et vous pouvez également, pour être complet, avoir un contrôleur URSSAF, vous, sur les salariés de votre CSE. Si vous avez des salariés, vous êtes redevable de l'URSSAF et vous pourriez également avoir juste un contrôle sur le bon versement de vos cotisations sociales. Donc l'URSSAF est assez présent pour les CSE. Très clair. On a expliqué un petit peu comment les élus pouvaient utiliser leur excédent. Mhm. Du coup, si la crise perdure et que les activités reprennent pas encore à 100%, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, alors on a parlé du 10% pour l'instant. Ça, c'est un transfert qui sera toujours possible, hein, si vous refaites encore une année 2021 où finalement il y a encore peu de dépenses, parce que c'est le cas chez beaucoup d'élus, enfin beaucoup de CSE. On a un budget, on a pensé faire plein d'activités, on a dépensé, on s'est fait rembourser, on a des avoirs, donc forcément on a des excédents quand même assez importants sur 2020. Donc le transfert de 10% pourra être plus élevé. Si en 2021 on constate encore des excédents tels, transfert de 10%. Mais je pense que là, dans ta question, ce que tu souhaitais évoquer, c'était sûrement les réserves. Donc on en parlait brièvement avant, que la direction ne peut pas récupérer ce qui est en excédent et qui vient se placer en réserve pour les années futures. Mhm. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pour 2021 déjà faire un budget prévisionnel. Ça, c'est pour moi le minimum à faire pour un trésorier en début d'année. Budget prévisionnel, si vous avez des réserves, on va partir de ce postulat qu'il y a des réserves 2020, vous pouvez anticiper un budget 2021 déficitaire, c'est pas gênant. Et si en 2021, vous n'arrivez pas à dépenser tout ce qui a été prévu, malheureusement pour les salariés, il y aura moins d'activité, mais ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent que vous avez toujours en réserve et qui pourrait être encore plus utilisé en 2022 si l'activité repart à ce moment-là. Donc, vous allez avoir des reliquats beaucoup plus importants. Un petit point quand même sur ça, les salariés qui bénéficient des activités prennent vite des habitudes. Donc, attention, si vous avez des réserves, je prends un cas un peu grotesque, mais si en 2020 vous avez fait zéro dépense et qu'en gros en 2021 vous avez double budget, moi, je vous conseillerais de ne pas dépenser l'intégralité de ce double budget, mais plutôt de le lisser sur 3, 4, 5 ans. Parce que si vous donnez 100 à un salarié aujourd'hui et que vous lui donnez 50 en 2022, il risque de ne pas comprendre et vous allez vous faire embêter avec plein de questions et surtout pourquoi le CSE était mieux avant et moins bien maintenant. Donc attention à ça. Et puis oui, donc j'ai parlé de déficit, enfin d'insuffisance de budget sur une année, de dépenses supérieures au budget. Ça, c'était un point que je voulais bien préciser. Souvent, les élus me disent, moi, je veux pas être en déficit, ça donne une mauvaise image, ça veut dire qu'on maîtrise mal notre budget. Pas du tout. Un CSE, je le rappelle, n'a pas d'objet lucratif. Vous êtes assimilé à 90% à une association, donc sans but lucratif, et vous avez vocation à utiliser le budget qui vous est alloué.
Donc, si vous avez les réserves des années précédentes, forcément, pour utiliser des réserves sur l'année en cours, bah, je suis obligé de dépenser plus que mon budget, sinon je ne vais jamais dépenser mes réserves. Donc, il ne faut pas avoir de peur de présenter un budget déficitaire ou les comptes en fin d'année avec un déficit. Pour moi, il faut quand même que ce soit bien expliqué aussi, avec un budget, avec des explications, en reprécisant que les réserves antérieures vont être utilisées de telle façon. J'ai déjà vu des élus un petit peu chahutés parce que s'il y a une opposition un peu virulente qui mettent en avant, finalement, le budget a mal été utilisé. Regardez, vous avez dépensé 30% de plus que ce qu'on avait pour l'année. Non, rassurez-vous, vous ne serez pas embêté sur ça d'un point de vue légal. Mais je pense que pour la bonne compréhension des salariés, des élus qui ne sont pas présents au bureau, il faut bien communiquer sur ça, il faut bien préciser comment vous dépensez ce budget et si vous dépensez plus que le budget annuel, d'où provient ce complément et qu'il n'y a aucun problème d'un point de vue trésorerie. Ok. Une question sur ce transfert. Oui, À quel moment doit se faire le transfert? C'est une fois qu'il y a eu l'approbation? tout à fait. Comment ça marche en fait? Tout à fait. Bah, l'approbation, c'est un petit peu le conseil d'administration du CSE. Donc, c'est lui qui va décider de ce qu'on fait avec ses excédents. Et tant qu'on n'a pas ce PV qui acte le transfert, le PV de la réunion plénière d'approbation des comptes qui va acter le transfert, il ne peut pas y avoir de flux comptable ou de trésorerie pour faire ce transfert. Mhm. Donc c'est vraiment cette approbation qui permettra de constater l'excédent, pas avant. Et après, on n'a pas de délai pour faire le transfert? Non, 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 il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. On peut avoir, alors je me permets juste peut-être une minute sur ça. Un CSE n'a pas l'obligation d'avoir deux comptes bancaires. On a déjà parlé sur d'autres webinaires, mais c'est important de le préciser. L'excédent, ça va être comptable. On va le constater comptablement. Si vous avez un seul compte bancaire, forcément, je ne vais pas me faire un virement sur le même compte pour dire que j'ai transféré 10%, ce serait un petit peu loufoque. Si j'ai deux comptes bancaires, en effet, là, je peux faire le transfert et ce sera beaucoup plus simple. Donc, si vous avez un seul compte bancaire, il faudra simplement faire le jeu d'écriture comptable pour bien affecter les réserves dans le bon budget. Voilà. Ok. Ça marche. On est d'accord que l'approbation, c'est avec la direction Tout à euh, fait. et pas Tout à uniquement fait. entre nous. Alors, on parle de réunion plénière d'approbation des comptes. Dès qu'on parle de plénière, c'est plein, donc avec la direction. Très clair. Tu m'avais parlé aussi pour les CE qui n'ont pas utilisé tout leur budget de Mhm. placement et Ouais. faire en sorte de travailler cet argent qui n'est pas utilisé. Ouais. Alors, je crois que ça se recoupe un peu avec la question de Corinne que j'ai vue tout à l'heure sur un livret, un placement sur un livret. Alors, les CSE peuvent en effet placer leurs excédents de trésorerie. C'est pas gênant. Moi, je vous déconseille quand même de mettre sur des placements risqués, même si c'est pas interdit, mais vous pourriez très bien placer sur du Bitcoin, hein. Si vous l'avez fait il y a quelques mois, c'était une bonne idée. En tout cas, moi, je vous préconise plutôt de prendre des placements type livret, comme Corinne le précisait. Après, c'est pas des placements non plus démesurés, hein. On a 0,5% à peu près de rendement aujourd'hui sur ces placements-là. Donc, si c'est pour placer 10 000 euros à 0,5%, bon, c'est pas forcément le plus intéressant. Après, je vois régulièrement aussi des placements plutôt de compte à terme. Donc, le compte à terme, là, c'est de l'argent que vous allez bloquer et qui va générer des intérêts sur plusieurs années. Et les intérêts vous seront versés uniquement au déblocage. Donc, si c'est un compte à terme de 3 ans, vous avez au bout de 3 ans les intérêts. L'avantage de bloquer l'argent comme ça un peu plus longtemps, c'est que les intérêts sont légèrement plus élevés. Ça vous met une contrainte d'argent bloqué, donc il faut être sûr de ne pas en avoir besoin sur les années futures, mais c'est une possibilité. Après, pour être complet sur ces placements financiers, il faut quand même savoir que un CSE est fiscalisé sur ses placements financiers. Même si vous êtes à but non lucratif, vous pouvez payer de l'impôt sur les sociétés. Je ne sais pas si c'est une découverte pour certains, mais un CSE peut payer de l'IS. Et en fait, il y a un barème. Là, il faut regarder surtout le contrat de placement, enfin du compte que vous allez ouvrir pour le placement. Et vous allez avoir le détail de la fiscalité.
grosso modo, c'est une fiscalité qui varie entre 0 et 24% du montant des intérêts perçus. Donc, si je place 0,5 si je place 10 000 euros à 0,5%, que ça me fait, mettons, 100 euros d'intérêt, et qu'en plus j'ai 24% d'IS dessus, bon, bah, finalement, j'ai que 76 euros de bénéfices dans ma poche pour l'année. Donc, c'est quand même pas démesuré comme intérêt et comme rendement. Après, c'est une bonne gestion, hein, de placer l'argent. Ça permet éventuellement de couvrir des frais bancaires sur l'année. Voilà, les intérêts, ça peut vous couvrir ces frais bancaires. Très clair. Concernant le budget prévisionnel, est-ce qu'il y a un délai légal pour le présenter en réunion CSE? Alors déjà, il n'y a pas d'obligation de faire un budget prévisionnel. C'est pour moi plutôt une bonne pratique qu'une obligation. Légalement, le Code du travail ne prévoit pas la proposition d'un budget par le trésorier. Euh, pour moi, le budget, il faudrait qu'il soit présenté sur une réunion de janvier, puisque c'est pour l'année suivante, voire même si vous êtes bon financier, vous pouvez même le présenter à fin de l'année 2020. Bon, ça va être compliqué pour le présenter fin 2020 maintenant, mais c'est pas mal de le présenter soit en décembre, soit en janvier pour l'année qui vient. Pour moi, il est très important parce que ça vous permet d'avoir un suivi après, en fonction de la taille de votre CSE, peut-être trimestriel ou mensuel, du budgété versus le réalisé, et pour voir si vous êtes dans les clous au niveau des activités. Juste une petite anecdote, j'ai déjà vu des élus qui avaient dit, nous, on fait de la billetterie et c'est 4 billets par salarié par mois, mais bon, on estime qu'il y aura que 50% de participation. Si on ne fait pas bien ce suivi budget réalisé, c'est possible qu'en septembre ou en octobre, on se rende compte qu'en fait, il n'y a pas eu 50% de participation, mais il y a eu 95%, et que peut-être on n'a pas la trésorerie pour assurer les 2 ou 3 derniers mois. Donc, attention à bien mettre des plafonds quand vous faites vos budgets. Vous pouvez jouer sur un plafond, un nombre limite de billets, pardon, si je reste sur ce même exemple, un plafond de un plafond de billets par mois ou par an, par salarié. Peut-être limiter aussi un nombre sur l'année. En tout cas, pour moi, quand vous faites un budget, il faut toujours prendre une marge d'erreur. Si vous pensez qu'il y a réellement 50% de dépenses, enfin de participation sur ce budget, prévoyez peut-être plutôt 65% dans votre budget pour avoir toujours cette marge de sécurité. Prévoyez également une marge par rapport à la subvention que vous allez recevoir de la direction. On pensait être sorti de la crise quand on était en 2020 et qu'on allait plus parler d'activité partielle. Malheureusement, je pense que on se redirige encore vers l'activité partielle sur ce premier semestre 2021 en tout cas. Donc, qui dit activité partielle dit masse salariale de l'entreprise non soumise à cotisation sociale pour l'activité partielle, et qui dit non soumis dit baisse du budget pour les CSE. Donc, soyez vraiment vigilants sur le budget que vous allez recevoir sur 2021. Essayez d'échanger un maximum avec votre direction sur ce point-là pour savoir leurs prévisions à eux de chômage partiel et de définir à peu près le budget prévisionnel que vous pouvez avoir sur l'année. Ces discussions, elles sont, c'est vraiment au bon vouloir de la direction. Il n'y a pas d'obligation là-dessus d'être hyper transparent sur le budget prévisionnel qui va être alloué au CSE. Non, la direction doit vous verser le budget au moins une fois par an. Ça, c'est légal. Après, vous pouvez définir autrement dans le règlement intérieur. Ça peut être mensuel, trimestriel ou bimensuel. Enfin, ça, c'est vraiment à vous de le voir. La plupart du temps, ce que je vois, c'est en 2021, la direction vous verse le budget de 2020. Et une fois qu'on connaît la masse salariale globale de 2021, il y a une régularisation qui se fait en janvier 2022, par exemple. La plupart du temps, c'est ce que je vois. Mais attention, si vous avez un budget aujourd'hui qui n'est pas sur une base réelle, vous pouvez avoir une régularisation qui, la plupart du temps, en temps normal, est positive, puisque les entreprises sont en croissance, donc on avait une base 2020 qui est plus faible que celle réelle de 2021. Très bien, dans ce cas-là, pas de risque. En revanche, si vous voyez que votre entreprise prévoit peut-être des plans de licenciement, malheureusement, c'est assez légion en ce moment, ou alors qu'il y a du recours au chômage partiel, peut-être que la base que vous avez reçue aujourd'hui ne reflètera pas le réel et sera en dessous du réel. Enfin, le réel sera en dessous plutôt de la base,
Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir une régularisation négative, c'est-à-dire que vous avez reçu trop de budget et vous devez en rendre à la direction. Soit vous le rendez, soit ils vous le déduisent du budget 2022. Mais donc, soyez vraiment vigilant à ça. Tout ce qui vous a été versé n'est pas forcément acquis sur 2021. Une question à ce sujet, notamment de Noémie, qui se demande si le budget ASC ne peut être inférieur à celui donné en N-1. Ah, alors, pas forcément. Puisque la plupart du temps, le budget ASC, c'est un pourcentage également de la masse salariale. 99% du temps, c'est ce que je vois. Donc, c'est lié à cette masse salariale. Si la masse a diminué, forcément, le pourcentage fois une base plus basse, ça vous fera moins de budget. Il n'y a pas d'obligation pour la direction de verser toujours au minimum la même chose que N-1. Ok. Très clair. Très clair. Je crois qu'on a fait le tour des sujets qu'on souhaitait aborder pendant ce Ouais, webinaire. Peut-être répondre à quelques questions si, ouais. si les participants en ont d'autres. Je crois qu'on a déjà pas mal répondu sur l'onglet questions. Steve, Ouais, je je laisse regarde un petit regarder, peu, mais je les descends voir si je peux compléter. Christelle qui demande sur les pourcentages de budget. Est-ce Ouais, qu'ils sont légaux? Est-ce qu'ils sont via accord? ok. Ouais, je peux reprendre 2 minutes sur ça. Donc, vous avez deux budgets, AEP, attribution économique et professionnelle, ASC, activité sociale et culturelle, AEP dit budget de fonctionnement, ASC, communément appelé œuvre sociale. Sur le budget AEP, on a un taux légal de 0,2% de la masse salariale, pardon, de la masse salariale soumise à cotisation sociale, 0,2% pour les moins de 2000 salariés, pour les entreprises de moins de 2000 salariés. Dès lors que vous avez plus de 2000, vous avez un taux à 0,22%. Pour le budget des œuvres sociales, ASC, là, c'est négocié, c'est contractuel. On parle d'ailleurs, on ne parle pas de subvention, mais on parle de contribution ASC, contribution pour contractuel. Donc ça, c'est négociable avec la direction. C'est difficile de le négocier. Il faut avoir des bons arguments. Mais en tout cas, ça peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Il suffit d'un accord entre la direction et le CSE. Dans tes clients, c'est quoi un petit peu les tendances que tu vois? Comment est-ce qu'il est calculé ce budget œuvre sociale? Ouais, alors, je peux prendre plusieurs types de clients. Les entreprises qui mettent en place un CSE, la plupart du temps, ils font 0,2 en fonctionnement et du coup, ils font 0,2 en œuvre sociale pour pas faire trop de différence. Après, ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Ouais, j'ai des clients dans certains secteurs, c'est surtout les entreprises qui sont créées depuis 1945, voire enfin, dans les années un petit peu fastes au niveau économique, où là, on peut avoir des taux qui montent à 2, 3, 4% de la masse salariale sur la partie œuvre sociale. Donc là, c'est vrai que on a des possibilités de budget et de dépenses très importantes. Après, sur les entreprises plus jeunes qui mettent en place des CSE là, sur les 10 dernières années, si on arrive à atteindre du 1%, c'est vraiment le maximum que je vois en ce moment. Ok. Une question de Bastien sur le fait de dépenser le budget de fonctionnement. C'est une belle question. Si effectivement il y a pas de conflit avec la direction. C'est vrai que c'est un sujet, c'est souvent un retour de la part de nos clients qui ont du mal à utiliser ce budget. Alors on les oriente vers C'est de vrai. la formation, on les oriente vers des formations pour qu'ils soient vraiment très spécialisés sur l'ensemble des choses qu'on leur demande auprès du CSE. Mais est-ce que tu peux Ouais, rajouter quelque chose, toi, peut-être ouais, bah, déjà, Tiens, on demande comment est-ce que pour en faire bénéficier les salariés, parce que si le CE n'en a pas besoin, ouais, ouais. par cet Euh, excès de 10%. Déjà, je suis ravi de ton préambule. Euh, tu as bien assimilé ce qu'on pouvait faire ou pas avec ce budget. Donc, le budget de fonctionnement, bon, c'est un vaste débat qui revient à chaque fois. On a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Principalement, pour moi, c'est de la formation. Vous devez vous former régulièrement. Deuxième chose, en fait, ce budget doit vous aider dans votre mandat, mais par rapport à votre mandat et pas par rapport aux salariés. Donc, je rappelle la question à se poser, hein. À qui bénéficie la dépense? Si la réponse est les élus,
on est sur du fonctionnement. Si la réponse est les salariés, on est sur des œuvres sociales. Donc, je peux prendre un exemple très concret. Je prends des chèques ANCV, j'ai 1% de cotisation, enfin de frais de gestion par rapport au montant global. À qui bénéficie la dépense des ANCV? Aux salariés. Donc, même le 1% doit être pris sur le budget des œuvres sociales et pas sur le fonctionnement, pour vous donner un exemple. En quoi vous pouvez l'utiliser également? Alors, pour répondre à Bastien, en effet, en cas de conflit avec la direction, vous pouvez vous faire assister par des experts libres ou alors sur les missions, les expertises cofinancées, prendre à votre charge 20%. Et pour minimiser un petit peu ce que dit Bastien, on n'est pas forcément dans le conflit. On peut simplement faire une expertise pour s'assurer de ce qui nous est donné et avoir un peu plus une présentation ludique par un expert qu'on aura choisi plutôt que celle qui est donnée par la direction. Donc, on n'est pas forcément sur un conflit. Après, vous pouvez également vous staffer un petit peu en interne. Donc, si vous avez besoin d'un salarié pour vous décharger de certaines tâches administratives, eh ben, ce salarié pourra passer tout ou partie sur ce budget de fonctionnement. Vous pouvez vous doter d'un logiciel de comptabilité ou d'un expert comptable, ou les deux, si c'est pas interdit. Vous pouvez également vous rapprocher d'un cabinet d'expertise comptable pour avoir une sorte de hotline juridique qui vous permet de poser vos questions. Est-ce que j'ai un risque si je fais telle dépense? Juste avant le webinaire, j'étais avec des salariés, enfin avec des élus qui, euh, qui me disaient on a fait une dépense de publicité pour, sur le budget de fonctionnement. Donc en gros, on a fait une glacière avec le logo du CSE et c'est passé en budget de fonctionnement. Je dit non, ça c'est pas possible. On fait de la publicité, à qui bénéficie la dépense, à qui bénéficie ce cadeau? Aux salariés. La publicité n'est pas une dépense de budget de fonctionnement. Un CSE n'a pas vocation à faire des actions commerciales. Okay, un CSE peut faire un peu de communication, mais pas commerciale. Elle n'a pas besoin de se faire connaître plus que ça auprès des salariés par des cadeaux. Ce qui rentre dans ce côté communication, ça va être l'édition d'un petit livret d'accueil, ça va être la maintenance d'un site internet, ça va être, par exemple, si vous avez la plateforme Club Employé, une partie de ce budget pourra être passée sur le fonctionnement pour ce côté un petit peu communication avec les salariés, mise à disposition des PV, ou alors un rappel des règles applicables pour les activités qui vous sont proposées, enfin que vous proposez au CSE, enfin aux élus, pardon, aux activités que vous proposez aux salariés. Euh, voilà, c'est un peu ces dépenses-là. C'est vrai que en général, on génère des excédents, mais bon, il faut garder ça un peu sous le coude. En cas de problème, ça peut être utile. Rien Ok. n'empêche, excuse-moi, j'ai un truc qui m'est revenu en même temps. Rien n'empêche que vous fassiez un petit séminaire d'élus, un peu sorte team building, juste avec les élus, pour préparer votre budget de l'année, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Vous prenez une journée de délégation, plus si vous voulez, vous faites vendredi, samedi, par exemple, dans un center park, vous prenez tout ça à la charge du CSE sur le budget de fonctionnement pour préparer le budget de l'année et les grands sujets que vous voulez évoquer sur l'année. Toute cette dépense-là peut être prise sur le budget de fonctionnement. Et ça peut serrer les liens un petit peu aussi avec les élus. Une question de Noira. Est-ce que organiser une mission réception pour informer les salariés, notamment sur les actions du CSE, on pense peut-être à la galette qui est faite au début d'année, ça peut servir vraiment de cohésion entre les salariés et les élus. Est-ce qu'on est sur un cas où on peut utiliser le budget de fonctionnement? Alors, j'espère qu'il n'y a pas de contrôleur SAF qui est participant aujourd'hui. Ou en tout cas, il ne faut pas envoyer le lien du replay à un contrôleur. Non. Pour moi, vous pouvez faire des réunions d'information aux salariés, mais sur le fonctionnement de l'instance, sur peut-être les sujets en cours. Je sais pas, je prends le cas d'un PSE, par exemple, ça peut chambouler une entreprise. Rien n'empêche au CSE d'organiser une réunion en dehors des heures de bureau pour pas léser l'entreprise, mais qui pourrait être très bien fait entre midi et deux, où il y a un petit cocktail ou quelque chose comme ça, mais on reste sur une réunion d'information. Et pour moi, là, on peut être sur du budget de fonctionnement.
puisqu'on est sur de l'information du CSE, de l'obligation du CSE d'accompagner les salariés sur un PSE. Pas sur un Attention, package de fin d'année, quoi. non, pas sur un truc de fin d'année. Attention, si je reprends ton exemple de la galette, si vraiment on fait une dépense et qu'il y a écrit explicitement galette annuelle et vous donnez 3 chiffres du CSE, là on pourra tomber sur le coup des frais mixtes et l'URSSAF pourrait vous dire, OK, bah, vous avez fait 10% de présentation sur vos comptes, donc 10% sur le fonctionnement et 90% c'est du loisir galette. Donc dans ce cas-là, 90% de la dépense sur les œuvres sociales. Donc, attention quand même à mesurer ça. Si on est vraiment sur de la présentation CSE et qu'il y a un petit cocktail de 3 boissons après, pour moi ça peut passer et ce sera compréhensible par le contrôleur SAF. Si vraiment on essaye de contourner pour passer en fonctionnement, là ce sera moins bien perçu. Très clair. Si on fait intervenir quelqu'un en société pour répondre à leurs questions, on prend cela sur le fonctionnement. Alors, je pense que là, c'est une question, est-ce que si on prend un avocat, par exemple, j'ai des élus qui ont ce type d'activité, on a un avocat qui est là pour répondre aux questions des salariés. Bah, Badia, je t'invite à reprendre la question que j'ai posée tout à l'heure. À qui bénéficie la dépense? La dépense bénéficie aux salariés, donc la dépense est sur les œuvres sociales. En revanche, si vous avez un avocat ou un cabinet d'expertise comptable qui vous accompagne pour des questions, est-ce que je peux faire telle dépense sur le budget de fonctionnement? Est-ce que j'ai un SAF avec ça? La direction nous a mis ça à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut demander comme document? À qui bénéficie la dépense? Là, pour le coup, c'est aux élus dans le cadre de leur mandat. Donc, bien distinguer ça. Et pour être complet sur le sujet, il y a pas mal de prestataires qui sont un peu malins et qui vous disent, bah, nous, on fait les deux. On vous aide par rapport à la direction, par rapport à votre mandat en lui-même, mais on est là aussi pour les salariés. Et la partie salarié, on vous l'offre. Par contre, la partie accompagnement pour vous, c'est payant. Donc, en fait, ils déguisent un petit peu leur offre. Là, pareil, l'URSSAF pourrait vous dire, nous, on n'est pas d'accord. Il y a 50 heures passées sur les salariés et 10 heures passées sur les élus. Et ben, la facture globale, ce sera 50 soixantièmes pour les œuvres sociales et 10 soixantièmes pour le fonctionnement. Donc, attention à ça aussi. Attention aux discours des commerciaux qui peuvent être parfois un petit peu erronés, euh, à bon ou mauvais escient. Je suis un peu plus long. Ok, très clair. Bah, écoute, Steve, je crois qu'on est arrivé au bout de cette quasi-heure de webinar. Merci beaucoup en tout cas pour Je le t'en temps que prie. tu as accordé. Chers participants, je vais laisser le webinar tourner quelques minutes pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous viennent en tête, qu'elles soient, comme je disais, très personnelles ou un peu plus communes à l'ensemble de la communauté des élus. Comme ça, Steve se permettra d'y répondre et on vous enverra tout ça au courant de début de semaine prochaine avec le récapitulatif de tous les webinars. Merci encore Steve pour ce bel exercice Okay. qui était très intéressant et j'espère en tout cas qu'il a satisfait l'ensemble des participants. Très bien. Je fais un petit coucou à Karine, j'ai vu que elle était connectée, c'est une de mes clientes. Bon, super. Du coup, dernier rappel avant de vous laisser aller déjeuner. Donc, on se retrouve pour ceux qui sont inscrits à 14 heures avec Grégoire pour voir ensemble comment adapter l'offre CSE en cette période de Covid. Et on finira la journée à 15h30 avec Corinne Palu sur le rôle du CSE en cas de restructuration. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On va vous mettre le lien dans le chat pour vous inscrire si ça n'a pas été fait. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon déjeuner. Et puis, Steve, merci encore pour ta participation. Je t'en prie. Et bonjour Christelle, j'avais oublié, désolé. Au revoir. Salut, à bientôt.